Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Marie Assaf. Je suis docteure en études politiques et moi, j'ai travaillé sur l'insertion des personnes handicapées dans le marché de l'emploi aux États-Unis et plus précisément les personnes ayant des déficiences intellectuelles. Mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui, comme l'a signalé Marianne. Je vais vous parler d'un autre sujet. Et je vais commencer par une anecdote de mon enquête de terrain à Boston où j'ai rencontré Andy. Donc, Andy, ça va un peu plus vous intéresser parce que c'était un militant malvoyant. Et il y avait un problème à Boston, dans la ville de Boston, à savoir que dans le métro, les noms des stations n'étaient pas annoncés. Donc, qu'a fait Andy ? Andy a monté un collectif militant, et avec ce collectif, ils ont lutté pour obtenir une plus grande accessibilité du métro bostonien. Et pour ce faire, je suis navrée, j'ai monté des marches, donc je suis un peu essoufflée. Pour ce faire, je vais reprendre mon souffle, ils se sont appuyés sur la plus grande loi antidiscrimination du pays, donc l'Americans with Disabilities Act. Et donc, ils ont milité, ils ont développé différents recours en cours de justice, et ils ont fini par gagner. Et c'était important pour Andy et son collectif, parce que le fait qu'il n'y ait pas d'annonce sonore dans le métro, ça voulait souvent dire changer de trajet, renoncer à un trajet, demander à son voisin. Donc c'était une perte en autonomie et en indépendance. Je vous parle de ça parce que moi, ça met en exergue un sujet que je trouve très intéressant, qui est le modèle social du handicap. Alors personnellement, je ne connaissais rien au handicap avant de travailler ma thèse sur cela, et je suis arrivée sur le sujet d'une manière très peu intéressante et assez banale, à savoir sur les conseils de ma direction de thèse, comme ça arrive bien souvent. Et il y a deux choses qui m'ont frappée quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet. La première, c'est que le handicap concerne un plus grand nombre de personnes que ce qu'on pourrait penser. Que ce soit en France ou aux États-Unis, on estime que c'est une personne sur 4 environ, ou une personne sur 5. Et c'est un peu surprenant parce que si vous prenez la scène politique, médiatique ou culturelle, le handicap, ça reste quand même assez invisible. Et deuxième chose qui, moi, m'a vraiment intéressée, et c'est en rapport à l'histoire des États-Unis, puisque c'était le pays que j'étudiais, c'est que je suis tombée sur l'histoire du mouvement des droits pour des personnes handicapées. Et là, je me suis dit, waouh, mais que se passe-t-il ? Qui sont ces gens ? Et ces gens, en fait, ils se sont inspirés des Afro-Américains et des femmes, d'accord, pour développer un mouvement politique et réclamer des droits. Et pour ce faire, ils se sont appuyés sur un outil très puissant, politiquement, qui était le modèle social du handicap, qu'ils ont conçu en partenariat avec des chercheurs, parce que nous sommes aujourd'hui, qui étaient souvent bien eux-mêmes aussi concernés par cette question. Et donc ça a révolutionné la perspective sur le sujet. Et moi, j'aimerais m'arrêter un peu sur cette idée décisive, parce que pendant très longtemps, le handicap, il a été défini avec des images très négatives. D'accord ? La personne handicapée, c'est le malade, c'est l'assisté, c'est la personne qui est objet de pitié. C'est quelqu'un qu'il faut aider, mais qui n'est jamais vraiment non plus notre égal. Et ça, c'est important à retenir. Et donc, ce que les militants pour les droits des personnes handicapées ont voulu faire, c'est rompre avec cette représentation plutôt misérabiliste, précisément parce qu'elle définissait le handicap par sa déficience. Et donc, le modèle social répond de manière simple mais puissante en disant le handicap n'est pas simplement une expérience individuelle et médicalisée, mais il est conditionné par l'environnement, par les barrières que la société impose aux individus. Donc le handicap n'est pas d'abord dans la personne, il est dans l'environnement. Et ce que l'on appelle le handicap ne se réduit pas à une déficience médicale. C'est l'effet produit par cette barrière sociale. Donc, par exemple, le problème, c'est pas le fait qu'une personne soit en fauteuil, le problème, c'est que la salle n'ait pas de rampe. Le problème, c'est pas la déficience visuelle d'un individu, mais c'est qu'il n'y ait pas d'indication sonore dans le métro. Je reprends ce qui s'est passé, par exemple, pour Andy. Et ce renversement intellectuel, il s'est construit donc en opposition à deux visions dominantes, donc ce qu'on a appelé le modèle médical ou compassionnel, donc où le handicap est vu comme un problème à corriger ou à compenser. Je pense que ça peut parler à beaucoup d'entre vous. Et donc c'est une vision qui a du sens, mais qui enferme la personne dans une posture de dépendance.
et qui vient donc dépolitiser la vie des individus. Et deuxième perspective généralement qu'on peut avoir sur le handicap, c'est ce qu'on appelle le modèle héroïque ou le super creep. Donc, où ce que l'on célèbre, c'est des figures exceptionnelles, donc, typiquement des athlètes paralympiques, des artistes, des entrepreneurs qui réussissent malgré leur handicap. Et à nouveau, ça peut vous paraître plutôt positif et inspirant, dit comme cela, mais ça se double et ça fait peser une très forte injonction sur les individus. C'est-à-dire que pour être reconnu, il faudrait être exceptionnel. Il faudrait réussir à transcender quelque chose, une image à laquelle on ne s'attend pas de la part des personnes handicapées. Et donc, à l'inverse, le modèle social replace donc le regard vers la société. Et donc, ce n'est pas l'individu qui a à réparer, c'est la société qui a à transformer pour qu'elle s'adapte aux différences des individus. Et donc cela a eu des effets très concrets dans la vie des personnes concernées, puisque le modèle social, il est à la source de différents textes de loi. Donc, je vous ai parlé aux États-Unis de l'Americans with Disabilities Act, qui a été voté en 1990 et qui impose l'accessibilité dans les transports, dans le monde du travail, dans les écoles. C'est la loi qui est inspirée, et là ça va vous parler un peu plus, la loi du 11 février 2005 en France, qui pose aussi l'accessibilité comme un droit fondamental. Et dernier texte majeur que ça a inspiré, c'est la Déclaration des droits des personnes handicapées à l'ONU, qui a été votée en 2006 et qui, à nouveau, explique qu'on est face à des enjeux de droits humains. Donc une traduction à une échelle nationale et internationale. Mais, et je conclurai là-dessus, ces avancées ne sont pas magiques. C'est-à-dire qu'elles demandent encore aujourd'hui d'énormes mobilisations de la part des personnes concernées pour être appliquées. Donc si je prends le cas de la France, cela fait 20 ans que la loi de 2005 a été votée, hein, on a fêté ces 20 ans cette année, et pourtant, je pense que vous le constatez toutes et tous dans votre quotidien, de nombreux établissements publics restent inaccessibles, alors que c'est une obligation légale. Et donc souvent, on parle d'inclusion sans réfléchir réellement à ce que cela signifie. Et ça s'accompagne d'attentes implicites, à savoir être comme les autres, se conformer aux exigences de la production. Et derrière l'idée d'une accessibilité universelle, on se concentre encore trop souvent sur des solutions individuelles et temporaires. Et donc on en revient pour moi à ce qui est fascinant lorsqu'on prend au sérieux le sujet du handicap en tant que sujet politique et social, comme l'a fait le modèle social. On se rend compte qu'en fait le handicap agit comme un révélateur des échelles de notre société. C'est-à-dire qu'il montre quelles formes de vie sont valorisées et quelles formes de vie sont marginalisées en retour. Et dans une société qui valorise l'autonomie individuelle, donc par exemple par le culte d'un corps parfait, de la réussite au travail et plus généralement de l'individu, le handicap vient rappeler au contraire que l'interdépendance et la solidarité sont en réalité la norme, parce que l'environnement dans lequel nous évoluons, toutes et tous, est très souvent inaccessible au plus grand nombre. Et donc moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressée dans ce sujet. Et c'est pour ça que j'étais ravie de partager avec vous, si vous ne le connaissez pas, ce concept du modèle social du handicap. Voilà, je vous remercie.